Ok, je crois que nous allons commencer et je voudrais d'abord remercier tout le monde pour venir le mercredi soir avant un week-end long. Avec le jour férié demain, j'avais peur que tout le monde va partir tout de suite après les cours aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir resté. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la 4e conférence masterclass du semestre de printemps 2023. Cette série de conférences fait partie du programme des professeurs invités du semestre 6 qui a été lancé cette année dans le cadre de nouveaux programmes pédagogiques. Notre conférencière ce soir est arrivée, je crois que c'est la semaine dernière, de Hanoï, au Vietnam, où il a enseigné à l'Université d'architecture de Hanoï et il est aussi fondateur de l'agence Quechua Collective, également basée à Hanoï. Il a un parcours international depuis ses études. Tuan a obtenu une licence en architecture de l'Université d'architecture de Hanoï avant de continuer avec une formation DPEA franco-vietnamienne qui s'appelait le Projet urbain, patrimoine et développement durable. Il a par la suite poursuivi ses études aux États-Unis où il a fait un premier master, Master of Architecture, à Pratt Institute à New York City, et puis un deuxième, Master of Sciences in Built Ecologies, du Centre de Architectural Sciences and Ecology. C'est une collaboration entre une agence d'architecture, Skidmore, Owings and Merrill, et Rensselaer Politique Institute à New York. Donc c'est assez innovateur comme institut. Dans son parcours professionnel, il a travaillé comme architecte au Vietnam, en France et aux États-Unis. Au sein de son agence Quechua Collective, il croise constamment une démarche de praticien avec une démarche de chercheur. Il poursuit la conception écologique de l'architecture et de l'urbanisme avec un intérêt particulier pour les personnes et leurs lieux qui sont compris comme des systèmes auto-organisés, systèmes qui contient déjà des stratégies ad hoc ancrées dans la vie quotidienne. Il est particulièrement passionné par le thème logement et écologie urbaine, qui est un sujet de recherche depuis ses études. Très impliqué dans le réseau international de la construction en bambou, il travaille actuellement sur plusieurs projets liés à la conception écologique à différentes échelles, dans lesquels l'expérimentation avec bambou est au cours de ses réflexions. Pour Tuan et Quechua Collective, le bambou n'est pas seulement un matériau de construction pour l'architecture, mais aussi un dispositif conceptuel pour le management paysager et urbain. Ce soir, il nous parlera de ce matériau qui est le bambou et comment le contexte actuel favorise la reconsidération de ce matériau comme beau et écologique, un matériau qui était longtemps considéré comme le bois de pauvre. Merci de vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement Tuan Nguyen. Je ne sais pas si je dis correctement Nguyen. Nguyen. Nguyen, ok. Je te laisse dire. À l'ENSA Normandie. Ouais, c'est bien. Tu veux que je descende les lumières ou ça va? Ça va. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tuan Nguyen. Merci à Tricia de m'a présenté. Désolé pour mon français, je dois parler lentement. Et comme Tricia a déjà présenté, je suis Tuan, je viens de Hanoï. J'ai une petite agence d'architecture et aussi enseignant à l'école d'archi de Hanoï. Aujourd'hui, on va parler de bambou dans la conception écologique. Donc, la structure de mon présentation, c'est on va partir en général avec des informations générales du bambou. Qu'est-ce que l'état de l'art de bambou au Vietnam? Bambou, maintenant, il y a beaucoup d'innovations dans le bambou dans le monde, mais je présente surtout le Vietnam. Comme je viens du Vietnam, je prends la conception de ce que je viens.
d'où je viens. Et puis le bambou dans la civilisation vietnamienne. Et après, on va discuter sur le bambou dans la conception écologique. Donc, en général, le bambou est un type de graminée. C'est la famille qui s'appelle bambouseraie. Ça, c'est le carte de la distribution de bambou dans le monde. Donc, vous pouvez voir, c'est surtout dans les régions tropicaux. Et le Vietnam, c'est entièrement dans cette région-là. En général, dans le monde, il y a environ 90 genres de bambou, avec plus de 1000 espèces. Les surfaces des forêts de bambou, c'est environ 37 millions d'hectares dans le monde entier. Ça représente 3,2% de la forêt mondiale. Et donc en Asie, on a 65% en Asie. Donc, un peu sur la structure d'un bambou. Il y a des types de racines, 3 types de rhizomes. Et cette graminée est poussée comme un chaume. Et aussi, on a des branches et feuilles aussi. Mais surtout, cette partie-là, c'est quand il atteint certaines hauteurs, il ne se développe pas les branches. Et c'est pour ça que cette partie est très bien pour la construction. En général, le bambou est vide dedans. Vous pouvez voir le paroi du chaume. Et ce qui est important, c'est les nœuds qui créent qui a plus densité de fibres. Et entre les nœuds, toutes les fibres, c'est vertical. Donc, ça donne à la croissance très vite de cette plante. Donc, environ de 4 à 6 ans, vous avez un bambou qui est suffisant pour la construction. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus rapide que de bois, par exemple. Il y a 3 types de rhizomes. Des rhizomes pachymorphes qui se trouvent beaucoup en Asie, au Vietnam. En général, c'est des rhizomes, en anglais c'est clumping bambou. Vous trouvez des bosquets de bambou. Et après, il y a des rhizomes leptomorphes qui donnent des rhizomes qui s'étendent sur la terre de manière horizontale. Et après, c'est des bambous rampants qui poussent un peu partout, irrégulièrement. Et en concernant les propriétés physico-chimiques et des éléments, les caractéristiques de la force, bambou c'est très résistant et avoir un bon caractère par rapport au bois en tension et en contraction par exemple. Et aussi, il consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres matériaux comme le bois, béton, acier. Bien sûr que ça dépend de comment on traite le bambou ou dans quelle industrie on traite le bambou. Par exemple, si on fait des planchers, par exemple, ça peut-être consomme plus d'énergie que si on prend juste des chaumes. Mais en général, ça consomme beaucoup moins d'énergie. État de l'art, aujourd'hui au Vietnam, le bambou revient plutôt comme des produits artisanaux.
Dans l'image, vous pouvez voir, c'est un workshop de Monsieur Tân Võ, qui est un artisan à Hội An, près de Da Nang City, la ville de Da Nang. Et lui, il fait des workshops, il travaille à la main pour les produits artisanaux comme des vases et des trucs comme ça décoratifs. Et je pense que les workshops, c'est un phénomène très intéressant au Vietnam. À grâce de ça, pas seulement touristes avoir de la chance pour découvrir le bambou, mais aussi les enfants, les gens de la communauté peuvent se former ici. Et lui-même, il a fait une petite maison de bambou très élégante comme ça. Ça, c'est au centre du Vietnam. Il y a d'autres artisans, mais je représente juste quelques personnes. Aussi, il y a des artistes, des constructeurs étrangers qui vivent au Vietnam et qui ont exploré le bambou au Vietnam. Celui-ci, c'est les sculptures de Holland. Il est un Américain qui vit à Hanoï. Et il a monté un workshop là-bas, il a fait des petites installations, par exemple ici, pour le festival de musique, ou en pavillon sur la plage. En architecture, il y a d'autres types d'architectes ou constructeurs. Cette image est intéressante en termes en reconstruction d'une maison ethnologique Mường à Thanh Hóa. C'est près de Hanoï, 200 km au sud d'Hanoï. D'autres fois, ces structures-là, c'est plutôt en bois. Donc, il faut noter ici que les gens, ils préfèrent le bois en général parce que le bois, c'est plus durable. Et le bambou entre dans les maisons plutôt comme des remplacements de bois. Si on n'a pas assez de bois, on remplace. Mais dans ce cas-là, cet artisan, il a reconstruit une maison toute en bambou. Donc, il fait renverse, il remplace les bois pour les bambous. Et ça donne, et ça juste construit le mois dernier, je pense. Il y a des architectes qui allaient un peu plus loin et prendre le bambou pour faire des structures plus modernes. Et le plus connu, c'est M. Nghĩa, Võ Trọng Nghĩa, architecte. Il a des bureaux à Hanoï et à Saigon. Lui, il a utilisé particulièrement ce type de bambou qui s'appelle Tầm Vông au Vietnam. C'est un petit bambou de 3 à 4 cm de diamètre, mais très solide. Et lui, il est connu pour faire des bambous courbus comme ça. Et il peut faire des fermes assez impressives et aussi des dômes. Un autre architecte choisi, c'est James Wolfe, un autre Américain qui habite à Saigon. Lui aussi, il est un spécialiste dans ce type de bambou Tầm Vông. Et il a fait des structures à plus modeste échelle, mais c'est aussi impressif. Et lui, qui était un designer industriel formé aux États-Unis, il fait aussi des meubles, des très beaux meubles. Donc, l'état de l'art au Vietnam, c'est pas aussi un peu l'état de l'art pour le bambou du monde. Il y a des tendances des artisans, architectes qui reviennent sur la tradition, mais aussi il y a de plus en plus des modernes expérimentations. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le rôle de bambou
dans le contexte de Vietnam parce que même moi, je ne connais pas le bambou jusqu'à 4 ans avant, quand j'étais au Mexique pour un congrès de bambou. C'est pour ça que je connais un peu le bambou et ça m'intéresse. Je retourne au Vietnam d'abord pour juste visiter un parc écologique de bambou qui était déjà designé par ce architecte-là. Mais après, le propriétaire de l'écoparc, il m'a invité de réviser le master plan. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec le bambou. Et pour dire que j'ai pas la notion de bambou jusqu'à je reviens. Et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir quel est le rôle de bambou dans la culture vietnamienne. Donc, il y a des géographes ou des experts qui ont visité le Vietnam depuis le 19e siècle. Et normalement, les Européens disaient que c'est difficile de voir la civilisation matérielle du Vietnam parce que on n'a pas d'assez de ressources, on n'a pas d'assez d'objets. Mais moi, j'aimerais bien trouver s'il existe une civilisation matérielle qui connecte au bambou. Donc déjà, le Vietnam, c'est un pays très peuplé. On est 4e dans le monde, avec jusqu'à presque 100 millions de personnes. Dans une superficie, je crois que c'est juste un 16 de la France. Mais on a le numéro 4 dans la zone de la forêt de bambou. Et ça compte 1,4 million d'hectares. Le Vietnam, on a environ 150 types d'espèces de bambou. Mais ici, je notais les 5 espèces de bambou les plus utilisées pour la construction. Le premier, c'est l'Uong ou Dendrocalamus bapatus, trouvé plutôt au nord du Vietnam, jusqu'à ici. Et le Tam Vong, c'est celui que Võ Trọng Nghĩa a utilisé beaucoup, c'est plutôt au centre, au sud. Et le reste, c'est un peu partout. Le Bambusa Blumena, Chegai, Giang aussi, c'est plutôt ici, nữa. Les deux derniers là, c'est plutôt moins structurel, mais plutôt pour la décoration ou pour les tressages, pour l'art décoratif. Et les 3 premiers sont très fortes pour la construction. Il y a les régions écologiques au Vietnam. Vous voyez bien ici, le plus important au Vietnam, c'est les Delta qui produisent la majorité de riz. Une Delta qui s'appelle Delta du fleuve Rouge, ici, où se trouve Hanoï. Et l'autre, c'est Delta du Mekong. Et on a des plateaux du nord, les plateaux du centre, et bien sûr, la région côtière. Donc c'est assez diversifié, les régions dans une petite pays. Le même avec les ethnies. Comme on est très peuplé, on a aussi beaucoup d'ethnies. On a environ 54 ethniques qui sont regroupées dans 8 main groupes. Le Vietic, que moi je suis Viet, donc je suis dans 7 groupes. Les deuxièmes c'est Thai Thai. Et ici vous trouvez aussi on groupe les ethniques correspondant à leur langage. Donc ça c'est 8 différents langages qu'on parle au Vietnam et ça contient les ethnies. Et ça, c'est une carte de distribution des ethnies ici. Donc vous voyez ici, la plupart dans les Delta et les régions côtières,
c'est des Viet. J'ai sélectionné juste quelques ethnies pour chaque groupe. Donc on a ici les 8 groupes. Et vous voyez, cet tableau, ça varie un peu entre les ethnies. Mais la sélection se base sur l'ethnie, le langage, la typologie des maisons, le matériel principal, le type d'assemblage, les outils, les constructeurs, la forme des toitures, la forme des cloisons, la structure, schéma principal et le plan. Donc pour les ethnies au nord ou dans le plateau, souvent la maison c'est surpilotis. Mais il y a quelques ethnies comme le premier groupe ici. Là, on a aussi des structures sur sol. Mais souvent c'est surpilotis. Ce pilotis-là, c'est souvent pas habité. C'est plutôt pour protéger les gens de la moisissure du sol et aussi des animaux sauvages. Ça, c'est l'image de ce village et à la maison. Et comme j'ai dit, la plupart, le matériau principal des maisons ici, c'est le bois. Parfois, on a le terre crue et le pierre. Mais bambou est très connu et très courant, surtout dans les parois et dans les cloisons. Mais aussi, c'est un élément supplémentaire dans les structures principales. Vous voyez, la forme des fermes, ça varie un peu. Par exemple, ici, c'est la maison de taille. Vous voyez ici, le côté de la maison, la forme, c'est assez rond là. C'est remarquable maintenant que ce type de toiture, on dit que c'est la toit en carapace, parce que la forme c'est comme une carapace. C'est de moins en moins construite à cause on n'utilise pas assez de bambou, parce qu'avec le bambou c'est plus facile à faire des formes comme ça. Mais si on remplace avec de béton, maintenant il y a des maisons de béton dans les montagnes, c'est plus difficile. Donc avec la disparition de bambou, il y a des formes naturelles ou des formes traditionnelles qui disparaissent aussi. Voilà, c'est le côté. Et les maisons, c'est surtout surpilotis. Et je vais faire vite cette partie, mais vous voyez la variation des fermes. Dans la utilisation de la maison, souvent dans les ethnies, il n'y a pas de chambre. On habite dans toute ouverte, parfois avec des rideaux, mais c'est une grande tradition communautaire dans le mode de vie. Et ça varie un peu, mais aussi vous voyez toujours le bambou c'est un des matériaux principaux. Et le type d'assemblage, c'est souvent des crochets, des chevilles de bambou ou des joints de menuiserie. Les outils que les travailleurs travaillent avec, c'est très simple. Souvent, le machette et le hache, et ça suffit pour de construire. Les types de constructeurs, c'est toujours des constructeurs du village. Donc voilà l'image de cette ethnie qui s'appelle Sanchai. Les Hmong aussi, les Hmong. Les Hmong, ils utilisaient un peu différent en termes
La maison utilisait beaucoup de structures, de murs en terre crue, très épais, parce que c'est assez froid ici. Les maisons des arbres. Vous voyez ici aussi l'évolution de la ferme, de les fermes simples basées sur juste les poteaux, à la ferme avec des, les charpentes. Le village et la maison. C'est Sanjiu, ethnie. Pour cette ethnie, la construction c'est très simple avec juste des poteaux de bambou, parois de bambou avec la terre crue. La maison de Lolo. La Chi, c'est un autre, c'est plutôt au plateau central du Vietnam. La maison de Ede, c'est aussi impressionnant. Si les autres maisons sur pilotis, c'est des maisons courtes, ici, la maison d'Ede, c'est des maisons très longues. Parfois, il peut mesurer presque 100 mètres, c'est-à-dire il y a plusieurs familles dans une maison. Donc, chaque maison occupe une partie de la maison. Et aussi le plancher, c'est en bambou laminé et les parois, surtout en bambou. Le Sédan aussi, c'est une autre ethnie au plateau central du Vietnam. Les maisons sur pilotis sont un peu courtes. Ce qui est bien noté, c'est que dans le centre, vers le sud du Vietnam, par exemple, les monts Khmer ici et Malayo-Polynésia, c'est des ethnies avec une tradition ou une structure familiale matrilinéaire. C'est-à-dire les femmes, c'est les patronnes de la famille. La maison de Sédan, la communauté, les maisons communautés, c'est très iconique. Ça, c'est une centre communauté, mais normalement, vous avez les maisons rondes. Si vous avez déjà allé au Vietnam, il y a des maisons principales qui sont beaucoup plus hautes que les maisons ordinaires. On vient de plus proche de la montagne vers le delta. Donc, les Viet Muong, les ethniques que je fais partie, Viet, on est plutôt dans le delta. Donc, vous voyez, de plus en plus, les maisons du delta, de plus en plus, on descend, la maison vient plus au sol. Donc ici, nous, dans le delta, oui, on n'habite pas sur le pilotis. Mais toujours, le bambou est partout dans la construction. Maison de Muong. Ça, c'est entre la montagne et le delta. Les Muong, il a aussi sur pilotis, mais la partie qui a sur sol. Mais si on vient à la maison de Viet, on voit que même les plans et aussi la ferme, c'est beaucoup évolué. Il y a tellement différents types de fermes. Le frame poteau ou les charpentes très développées. Et encore, on favorise le bois. Mais le bambou entre comme en matériau supplémentaire. Mais les parois, les cloisons, c'est toujours en bambou. Donc ces maisons-là, c'est sur sol,
est courte. Le même, on a des assemblages comme les autres. Ce qui est bien noté ici, c'est que le constructeur, si toutes les autres ethnies, c'est des constructeurs du village, ici dans le Denta, commence à avoir des groupes de constructeurs professionnels. Donc c'est assez développé la construction. Et ce qui est bien noté aussi, c'est que ici dans le Denta, le bambou a pris dans notre échelle ou en notre couche de représentation ou de signification. Vous voyez ici, dans tous les villages du Denta, on voit le bambou autour des maisons. Et ça représente, physiquement, ça représente une barrière entre les villages, pour protéger les villageois des forces externalités. Mais aussi, c'est une image symbolique des villages. Donc, dans la vie quotidienne, s'il n'y a pas de maison, vous voyez, même dans la vie quotidienne, vous voyez le bambou partout, dans les meubles, même dans les vêtements, parfois. Et surtout le chapeau. C'est quelques illustrations que je retire. Et pour juste illuminer un peu plus, je montre en typique, en une journée typique d'un paysan vietnamien. Et vous voyez toutes les activités pendant la journée. Il y a le bambou. Par exemple, cet outil quand on s'est réveillé avec un balai. Et ça, c'est des translations, je pense, c'est pas assez correct parce que j'ai pas assez de connaissances. Mais ça veut dire que chaque activité là est entrée dans la poésie vietnamienne. C'est-à-dire, c'est très, le bambou entre dans la connaissance et savoir-faire vietnamien à un niveau très profond. Ici, après réveiller, on fait le balayer, fait un petit déjeuner sur un lit de bambou. Après, aller au travail avec une buffle. Et avec cette partie-là aussi bambou et les paniers de bambou. Travailler sur le champ, même faire un repos avec un bambou bon ici pour fumer. Après, il va revenir à la maison avant le déjeuner. Même pour le déjeuner, il a des bambous, des bambous pousses. Le pousse de bambou, en automne, c'est un des plats très favorisés par les Vietnamiens. Après, sieste. Après la sieste, les couples vont faire des ménages sur le potager un peu. Pour faire pêcher avec le bambou, bien sûr, nager, faire les clôtures. Le bambou, c'est encore utilisé beaucoup pour les clôtures, même maintenant. Le dîner, et ça, c'est la fin de la journée. Donc, dans la vie quotidienne ou dans le mode de travail, le bambou est partout.
les travaux du sol et des semis dans l'agriculture, on utilise le bambou pour attacher les objets métalliques. La irrigation aussi, ça c'est très important au Vietnam. C'est des bambous tressés très fins et pour que ça retient le l'eau pour faire la irrigation entre les champs. La transportation dans la récolte, c'est très important si on a des pièces de bambou comme ça. Et des petits outils, ces petits outils-là, c'est aussi pratique en bambou. Désolé, je ne peux pas traduire tous les outils parce que parfois il n'y a pas d'équivalence dans le langage. Mais c'est tellement important ces outils-là pour la production et pour la récolte. Et aussi pour la décortigeage, on utilisait peinons de bambou tressé. Le blanchissage du riz aussi. Et le bambou, je pense, c'est intéressant en termes de, il y a des objets, des mêmes objets, mais à différentes échelles, de différentes unités. Donc, le bambou est aussi une façon à mesurer les choses, particulièrement ici, c'est le riz. Donc, 7 paniers, par exemple, ça veut dire 1 kilogramme de riz, par exemple. Parce qu'on n'utilise pas les unités scientifiques, donc le bambou entre dans ça comme une unité de mesure. Et aussi dans l'art, on a des instruments très impressionnants avec le bambou. Ça, c'est une maison typique de l'ethnie Viet au Denta. Souvent, on a la maison principale, on a la maison de production, comme on a des riz ici, on va faire blanchissage ici. On a en partie de la cuisine, et devant, c'est un cour central. Après, c'est le jardin et l'étang. Parfois, le jardin peut être derrière la maison. Ça, c'est une maison typique. Ce n'est pas une maison riche, c'est juste typique. Et si on est plus riche, on va avoir plus de bois. Donc, pour les maisons qui sont moins riches, le bambou, c'est plus, on peut trouver plus souvent. Ce qui est intéressant ici, c'est que le bambou entre comme le matériau supplémentaire. Ici, par exemple, la structure principale, c'est le bois, mais le chevron, c'est un bambou. Et les parois, ici, là, c'est un bambou. Il y a d'autres types de maisons, vous voyez, c'est toujours en cour centrale. Des maisons ça c'est une maison un peu plus riche. Vous voyez qu'il a déjà un mur en briques. Mais bien sûr, les petits objets et les parois, c'est en bambou. Donc le village, comme j'ai montré, c'est un village typique avec des bosquets de bambou partout là, pour définir le périmètre d'un village. Les bosquets de bambou, c'est pas seulement en frontière, mais aussi en lieu de communauté, de la vie communauté, en lieu pour que les enfants jouer, par exemple, pour nourrir un esprit communautaire. La structure ici, en schéma, vous montrez, le bambou bosquet, c'est le périmètre. Et dans un village typique, vous voyez, il a une route principale qui lie les plus importants monuments, par exemple
les pagodes, le temple et les centres les puits d'eau. Les puits d'eau, c'est aussi important pour un village. Et la confluence de ces éléments-là, c'est le centre communautaire d'un village. Mais ce qui est important, c'est que le bambou prend un rôle très très important dans les villages. Ce qui est important aussi dans la vie vietnamienne, c'est le marché. Même si nous ne sommes pas un pays, on n'était pas un pays développé et on a pensé que la finance, par exemple, ou l'économie, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les paysans. C'est vraiment un pays agriculture. Mais par contre, le marché, c'est important parce que le marché, c'est aussi un centre communautaire. On vient au marché pas seulement pour acheter des produits, mais plutôt pour échanger la vie. Donc ici, là, vous voyez aussi les paniers de bambou. C'est partout dans d'autres types de produits. Ici, c'est plutôt des produits de nourriture. Ce qui est important, c'est que avec une ressource assez limitée, par exemple, on n'a que de riz. On n'a pas que de riz, mais la plupart de le produit, c'est du riz. Mais on produit tellement de différents types de produits nourriture. Là. Et moi, je pense que le marché est important comme en liaison entre la campagne et la ville. Parce que les gens du campagne, ils font de plus grands marchés autour de la ville. Et ça nourrit une civilisation de plus en plus urbaine à cause des marchés. Donc, alors, le marché aussi, vous voyez les bambous, pas seulement dans les structures, mais aussi dans les outils et aussi dans les formes de transportation, dans les objets ordinaires. Et ça, c'est une image qu'on trouve près de Saigon, mais c'est le même près de Hanoï avant. On a les structures de marché autour de la ville. Et bien sûr que ces structures ont disparu, mais dans ces images, on peut trouver l'important rôle de bambou joué pour cette vie urbaine. Même quand on a des gros investissements, par exemple ici c'est le marché construit par les Français qui s'appelle Dong Xuân, le marché de Dong Xuân à Hanoï. Mais encore, on trouvait le bambou partout parce que les paysans, avec ces produits, viennent ici et faire le commerce. Donc, ces images montrent l'importance de bambou dans l'évolution urbaine de Hanoï. Et Hanoï, si vous voulez, avant, il y a beaucoup de noms. Donc le nom Thăng Long, c'est le nom formel. C'est un nom plutôt royal qui signifie un dragon en ascendant. Mais l'autre nom de Hanoï, c'est Khe Cho. Et Cho ici, c'est le marché. Donc ça veut dire que le marché est si important dans la vie urbaine. Sans le marché, il n'y a pas une ville. Ici,
Ce mot-là en vietnamien est traduit en terme sino-vietnamien qui est thị. Thị c'est aussi chợ. Thị c'est aussi le marché. Et đô c'est la ville, mais plutôt c'est la ville administrative. Donc, c'est-à-dire une ville vietnamienne se compose d'une ville administrative et des marchés. Et dans la ville, on voit le bambou comme des éléments de marché. Cette petite image, je pense, est intéressante qu'on ne voit pas le marché comme des objets ou comme des structures, mais les éléments qui fonctionnent le marché sont présents ici. Et ces éléments-là sont en bambou. Donc ce schéma veut dire que le bambou déjà prend un rôle très important dans les images, qui est symbolique pour les images. Avant, si en village, si dans quelques occasions, si un village est débarrassé de leur bambou, c'est une vraie honte pour tous les villageois. Donc le bosquet de bambou, c'est un objet physique, mais c'est un objet spirituel. Et aussi, vous voyez le marché autour de la ville, c'est des gens de villageois qui fournissent, qui alimentent la ville. Et pour moi, les structures de bambou, ici, ce n'est pas des bambous vivants, mais c'est aussi comme des bosquets pour la ville. Mais ces bosquets-là, c'est des marchés, et des éléments en bambou. Ici, vous voyez le citadelle, le dos, comme je viens de dire, c'est en ville administrative, c'est toujours au centre. Après, c'est des mandarins et après, c'est des inhabitants. Ces schémas montrent un peu la distribution des types de villages et aussi en map de la densité du delta du fleuve Rouge. Ces images sont dessinées par un géographe français qui s'appelle Pierre Roux. Il a fait des visites et redessiné le delta, fait recherche sur le delta du fleuve Rouge vers 1930. À 1930, pardon. Et cette carte montre que déjà le delta du fleuve Rouge, c'est avoir une densité très haute par rapport à des civilisations paysannes. On ne peut pas trouver ce type de densité dans les autres pays agricoles en Europe ou en d'autres pays. C'est-à-dire avec une ressource très limitée et avec une population très dense. Normalement, ce n'est pas assez à survivre. On ne peut pas survivre avec cette densité. Et moi, je pense que le bambou prend un rôle très important dans le survivre des paysans dans ce delta. Et aussi symboliquement, on a deux deltas qui nourrissent tout le Vietnam, qui alimentent tout le Vietnam. Et cette image représente la liaison et l'importance de ces deux deltas. Donc, pour conclusion de cette partie-là, on voyait que le delta du fleuve Rouge a une population à haute densité et c'est une économie fermée et autonome, mais avec de l'ingéniosité. Pour moi, le bambou, c'est comme un échafaudage de la civilisation paysanne, parce que comme un échafaudage de bambou dans le bâtiment, après que le bâtiment est construit, ça disparaît, mais sans cet échafaudage, ce bâtiment, ce n'est pas possible. Et c'est le même pour la civilisation paysanne vietnamienne. Donc, je pense que la conception écologique ici
pour l'ancien Vietnamien au moins, réside dans l'économie des ressources. Donc, ça, c'est le qui note pour cette conception, si vous voulez, écologique. C'est seulement à travers l'économie des ressources, on peut soutenir cette civilisation. Donc ça, après des notes comme ça, moi je voudrais montrer quelques projets de bambou. Et moi, le bambou pour moi, c'est pas juste un objet pour exprimer les formes, mais c'est un outil, je pense c'est un outil de découvrir. Par exemple, à travers le bambou, on découvre les maisons ethniques, par exemple. C'est juste un des mécanismes pour découvrir l'architecture et la vie, les modes de vie, quoi. Si on a vu les bambous, les nouvelles structures, c'est très à la mode, mais moi je suis plus intéressant à la mode de vie, plus que la mode. Donc avec le bambou, j'ai déjà pour les derniers 4 ans, j'ai travaillé avec quelques différentes échelles. Parfois, c'est des échelles petites comme ça, c'est comme des étagères dans une librairie. Combiner le bois industriel et le bambou, ou des maisons. Ça, c'est une rénovation avec des bambous dans un appartement moderne. Et ça change un peu la façon d'utiliser l'espace. Par exemple, on voit plus de meubles. Ici, c'est plutôt, on a un espace plutôt comme dans les maisons ethniques, avec un espace assez ouvert. Ou même ici, ça c'est ma maison. Et j'ai rénové depuis 3 ans. Et j'ai aussi avoir le bambou ici, c'est plutôt décoratif que structurel. Mais ça donne quelque chose de naturel, la sens naturel dans la maison. Et la fonction ici, par exemple, c'est de supporter les plans. Donc, la maison, avoir des plans ici. Normalement, on dit au Vietnam, le terme, c'est le puits d'éclairage. Cette puits d'éclairage, c'est trop large. Pour un pays tropique comme Vietnam, ça, c'est pas bien. Même si ça invite de la lumière naturelle, mais ça aussi invite de la chaleur. Donc ici, le bambou joue un rôle d'avoir des plantes pour réduire la chaleur, mais aussi filtrer lumière. Et j'ai aussi ajouté les planchers et aussi les faux plafonds en bambou. En partie de la hôtel des ancêtres, c'est aussi en bambou aussi. Après l'habitation, les bungalows ou les espaces de loisirs, c'est aussi très courant maintenant au Vietnam. Donc j'ai participé aussi à quelques projets comme ça. Ça, c'est une expérimentation que je fais. Aussi, Matteo et Soline, ici, ils ont participé à ce projet. On expérimenté. Donc pour moi, c'est bien d'expérimenter avec cet matériau parce que c'est abondant et c'est pas cher. C'est pour ça que c'est pas cher. On a le chance d'expérimenter. Ici, dans cette maison-là, on expérimentait comment on fait le courbe de bambou. On a essayé de faire courbure avec du feu, mais on a raté ça parce que ce type de bambou est assez large en diamètre et c'est pour ça quand on brûle, ça craque. Et ça nous donne une envie de travailler avec ce type
et d'apprendre comment faire ça. Et on a appris ça, la méthode de balinien. Il y a des maisons de Bali, ils font des courbes comme ça, par couper les entraîneurs, et après, on peut faire la forme courbe. Et parfois, on ajoute des poussières de bambou après. Donc, ça semble comme quand on chaume coupé naturellement, mais vraiment, c'est un travail de bambou. C'est encore dans construction, mais c'est quelques images. Ici, c'est l'intérieur de la toiture, et ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est construit. Il y a des projets que je suis en train de faire la conception. Par exemple, ici, c'est le restaurant à Bavi. C'est 30 km de Hanoï. Et ici, les bambous coupés comme ça, c'est un peu différent. Ce n'est pas un seul bambou, mais ça a des tresses, c'est des lames de bambou déjà coupées, mais groupées comme en poutre. Et ici, on fait comme un grid shell pour la structure de la toiture. Donc, je pense que le bambou, c'est très facile à faire des formes assez expressives. Et la méthode, c'est toujours, c'est bien on peut faire ça sur l'ordinateur, mais on peut faire, normalement, il faut faire en maquette. Et c'est bien parce que les maquettes avec des baguettes de bambou, c'est le bambou. Donc, le caractéristique, c'est le même. On fait la petite échelle, on peut grandir à la vraie échelle facilement. Et ça, c'est quelques images à l'intérieur. On a testé aussi, on souhaite à faire des parois de bambou dans les bâtiments industriels aussi. Dans un des projets que j'aime bien, mais ce n'est pas encore construit. On est en train de négocier, mais depuis déjà 5-6 années. C'est une clinique qui s'appelle MIMSI. C'est un groupe international non-profit pour la réduction de mortalité maternelle à Haïti. Ici, on a travaillé avec les gens, avec les infirmières et les personnels dans la clinique, et on design ensemble et monté en clinique avec l'administration, avec les classes, avec les chambres d'hôtes. Ici, il n'y a pas d'électricité, donc il faut prendre aussi des énergies renouvelables, comme les panneaux solaires. L'idée ici, c'est de comment introduire le bambou, parce que le bambou, c'est pas courant en Haïti, mais le sol et le climat, c'est parfait pour le bambou. Donc ici, c'est un projet qu'on souhaite de transfert la connaissance de bambou, le savoir-faire, exporter ce savoir-faire-là dans l'une des régions à l'autre. Et comme Haïti, il a des séismes, je pense que le bambou, c'est en construction résister à des hurricanes ou des séismes. Et l'idée, c'est de planter les bambous et donner des dessins, des instructions pour que les gens fassent eux-mêmes. Et, on envisage quelque chose comme ça. Pour le bambou, c'est aussi, j'ai de la chance de travailler avec les projets culturels. Si vous êtes déjà au Hanoï, vous devez connaître cet endroit qui s'appelle le Temple de littérature. Et l'année dernière, on a fait un projet ici. On fait rénover le paysage et aussi avoir un suite de bambou ici. Donc,
Bref, ici, c'est la première université de Vietnam. Donc, c'est un lieu que les visiteurs et les étudiants visitent souvent. L'année dernière, il y a une exposition ici. L'idée, c'est de raconter de l'histoire des Vietnamiens villageois qui deviennent des mandarins après l'éducation à l'université. Donc, pour ça, il faut le scénographe nous donner déjà le concept. C'est que ici, il faut un village campagne, une maison campagnard. Et ici, il y a des examens. Et ici, c'est quand cette personne réussit, il revient à la campagne et pour célébrité. Donc, il faut une maison traditionnelle. Et pour moi, c'est intéressant de travailler sur quelque chose comme ça, de prendre le bambou, comme l'autre artisan là, de prendre le bambou pour réapprécier, pour réapprendre la technique de la construction traditionnelle. Peut-être remplacé par le bois, par le bambou. Mais ça, c'est ce qui est intéressant. Donc ça, c'est des schémas des étapes de construction. Ici, on ne peut pas toucher le sol, donc on doit ajouter des structures d'acier au lieu de fondation. Mais le reste, c'est le bambou et le chaume pour la toiture. C'est assez simple, c'est des systèmes de poteaux-poutres assez simples. Et c'est déjà en fonction. Et maintenant, cette maison sert à des cours, surtout des cours de calligraphie ici pour les enfants. Et ça, c'est des bambous de Luang qui viennent de Phu Tho, c'est environ 60 km de Hanoï. Et aussi, j'ai ajouté, ça c'est structurellement, ça suffit de ne pas avoir ce type de bambou industriel, mais j'aimerais bien insérer quelque chose un peu contemporain dans quelque chose plus traditionnel ici. Un autre projet en cours, c'est de travailler avec le citadin de Thang Long, avec des structures de bambou ici. Pourquoi bambou ici? Parce que il faut des espaces pour éduquer les étudiants de la citadelle. Mais on ne peut pas toucher le sol parce que déjà dans le sol, il y a beaucoup de couches d'historique et en excavation. Donc c'est la même histoire avec le temple de la littérature. On ne peut pas toucher le sol, on ne peut pas avoir des structures définitives ici. Donc le bambou résout ce problème. Les activités doivent être en fonction. Donc je pense que le bambou participe dans ces projets à une manière très efficace. Et on imagine des simples structures comme ça. Ici, il faut être aussi bien démontable. Donc, c'est un peu différent qu'on fait des modules et avec des bambous et avec des connexions axiales ici. Donc, c'est très facile à monter et démonter. Les élèves peuvent s'asseoir ici pour des cours, prendre des classes entre les deux cours là. Donc le bambou c'est une méthode de découvrir l'histoire aussi. Par exemple ici c'est un projet en cours à Điện Biên Phủ. Si vous voulez, Điện Biên Phủ c'est un point important dans l'histoire du Vietnam et aussi pour la France, je pense. Avant la France, le gouvernement français il évite à parler de Điện Biên Phủ à cause des problèmes politiques, je pense. Mais maintenant, ça change.
La bataille est déjà 70 ans. L'année prochaine, c'est 70 ans de la bataille de Dien Bien Phu. Et ce projet, actuellement, c'est supporté par des Français. Donc, les Français, le gouvernement de Dien Bien Phu a emprunté de AFD, c'est l'Agence française de développement, une somme, je pense, 42 millions d'euros pour rénover cette rivière pour les raisons hydrauliques. Donc, c'est déjà fait. Mais après, il a aperçu que dans cette rivière d'ici, de ce pont-là à ce pont-là, c'est en réserve historique avec beaucoup de monuments de la bataille. Ici, par exemple, c'est le bunker de Castries. Ici, c'est le pont français en métallique par la compagnie d'Eiffel et beaucoup d'autres. Et vous voyez ici, c'est les lieux de bataille, c'est des collines importantes, des collines historiques. Donc c'est pour ça que ça fait naissance un projet aménagement paysager à deux côtés du rivière. Et aussi, il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Cerise. Il est un expert urbanisme français qui vit à Hanoï. Et il a proposé à la ville aussi à avoir un âne polyvalent ici. Et c'est lui qui a dit qu'il faut que cet âne en bambou, parce que ça représente aussi le matériau vernaculaire de la région. Donc j'aimerais bien cette idée de le bambou, c'est pas seulement un objet, mais c'est quelque chose bien inséré dans un ensemble plus large. Donc ça c'est le cas. Donc ça c'est l'aménagement de deux côtés avec des différents types de parcs. Et la maison de bambou c'est ici. Dans cette partie-là, maintenant c'est des bureaux de gouvernement, mais après il va débarrasser, remplacer par il a replacé, aménagé ailleurs et ouvrir cette partie comme en parc, sud-ouest, et ça c'est nord-ouest. J'ai réservé, reverse un peu la direction, ça c'est nord-sud parce que c'est long. Mais vous voyez ici, c'est le pont historique. C'est le pont historique français. Et au bout de ce pont-là, on va trouver cette maison de bambou en âne polyvalent. Donc la location, c'est déjà très centré dans la ville. Et on fait le même exercice. On a débuté avec les maquettes de bambou. Celui-là est à 5e échelle. Et avoir une structure, je souhaite avoir une structure tout en bambou ici. Le structure principale, c'est comme des ponts Da Vinci ici, mais avec, au lieu de bois, c'est des bambous. Et après, c'est une autre structure pour la toiture. Et aussi, comme il y a beaucoup de mondes ethniques ici, j'aimerais bien faire des structures qui représentent un peu leur structure vernaculaire avec des murs épais en terre crue. Ça, c'est le vue principal dans le nouveau parc. Ça, c'est l'autre côté. Cette maison, c'est à l'autre côté de la rivière. Et la maison, la halle polyvalente est ici. Peut-être le dernier projet que je voudrais présenter, c'est ce projet. C'est ce projet qui m'a apporté ce
j'ai décidé de retourner au Vietnam à cause de ce projet parce que c'est très intéressant et je pense que ça prend en... c'est le premier, je veux dire, c'est un parc écologique en bambou. C'est le premier parc écologique tout en bambou du monde. J'ai vu, il a quelques bambouseries, mais il n'y a pas de bambouserie ou parc de cette taille. C'est 160 hectares et sa location dans le centre de bambou. Si vous voulez, Thanh Hóa, c'est le capitaine de bambou au Vietnam. Il y a tellement de bambou naturel, des forêts. Et la location, c'est environ 3h30 de Hanoï si on prend la voiture. Mais maintenant, c'est facile pour les gens du Sud d'avoir un vol direct, seulement 1h30 de Saigon à cet endroit. Et aussi, il a des ports environ 60 km. Donc, cette pacte comprise de deux parties, en partie sur le sol, 5 hectares et 60 hectares dans une île comme ça. Et ça, c'est la route principale qui traverse le Vietnam de nord au sud. Cette route, il s'appelle la route Ho Chi Minh. C'est la route principale dans la guerre contre les Américains. Ici, le propriétaire, le propriétaire aussi, il est en légende de cette région. Il a aidé à diminuer la pauvreté de la région avec sa business de la commerce du sucre. Mais récemment, le sucre, ça rend pas très bien. Et comme ici, c'est une région de bambou, il a pensé à travailler avec le bambou et à faire des produits et faire de la business de la région pour le bambou. Donc ce parc, c'est juste la représentation de ce qu'il veut faire. Et ici, il a aussi le parc, c'est très complexe. C'est pas justement un parc, mais il souhaite d'avoir une partie spirituelle parce que lui, il est le descendant d'un roi du Vietnam, un des plus importants rois qui s'appelle Lê Lợi en 15e siècle au Vietnam. Et cette partie-là, il veut avoir un statut et avoir des pagodes. Cette partie-là, c'est pour expérience d'agriculture. Et cette partie-là, c'est pour des hospitalités, des maisons d'hôtes, des resorts, des hôtels. Cette partie-là, c'est en dehors du projet, mais aussi appartient à lui. C'est en partie de industrie de haute technologie pour l'agriculture. Donc j'ai fait réviser ce plan plusieurs fois, mais ça c'est le dernier. Donc on a 3 parties, spirituelle, agriculture et de loisirs ici, habitation et loisirs. Ce qui n'est pas dans le programme, c'est que c'est un centre ici, parce que moi je pense que pour travailler le bambou, c'est pas juste. On n'a pas juste besoin d'un parc qu'on peut visiter et après on retourne à ses maisons, mais il faut comment faire le parc vivant. Donc j'ai dit à le propriétaire de monter un workshop de bambou ici, c'est comme un centre d'éducation de bambou, parce que même si le bambou est abondant, maintenant c'est assez difficile à faire des ouvriers de bambou de bonne qualité, même dans cette région qui est le capitale de bambou. Donc ce projet, si réalisé, ça va donner plus des échanges de connaissances. Pas seulement les ouvriers avoir un espace de pratiquer, mais aussi les universités, par exemple,
les gens enthousiastes de bambou du monde peuvent venir ici pour échanger. Donc ça, je pense que c'est le... Et c'est pas dans le programme, et ça, c'est une des raisons qu'on doit réviser, parce qu'il a déjà soumis le projet à autorité. Avec ce changement, il doit changer, mais il pense que j'ai eu raison, donc souhaite réviser le plan. Malheureusement, maintenant, c'est un peu stoppé parce que malheureusement, il est déjà presque 40 ans et il a transféré le pouvoir à la génération prochaine. Et leurs enfants n'ont pas le même passion pour le bambou. Donc on va voir, ce projet est en cours. Si c'est déjà approuvé, si on fait pas ce qu'on a dit, le gouvernement va comment dire, reprendre le terrain. Donc c'est un peu, on va voir. Mais ici, vous voyez les différentes parties, les parties bungalow de bambou, partie habitation loisirs, les jardins avec des médecins artisanaux. Voilà, c'est le centre. Le centre bambou, c'est ici. Comme j'ai dit, le projet est déjà designé par Watchung Architect parce que apparemment il est le plus connu au Vietnam pour le bambou. Donc il a été invité pour faire le master plan et faire les trois bâtiments ici. Il a fait la réception, la halle de réception, le pont et le restaurant sur l'eau avec les bambous du Tom Vong du Sud. Vous pouvez voir plus clair ici, c'est ce qu'il a fait. Quand on voit cette image, on pense à lui parce que c'est très iconique et cette méthode est reprise plusieurs fois dans d'autres bâtiments. Mais aussi, ça me pose en question que quand j'étais ici, chaque bâtiment est très belle, très beau, mais ensemble, les trois bâtiments n'ont pas le dialogue. Donc, je pense que c'est un peu dommage si on n'a pas si on pense pas à un schéma un schéma directeur ou à les langages plus cohérents pour tout le pacte. Donc, une des missions pour moi, c'est de réviser comment refaire le centre pour que le centre fonctionne mieux et avoir une esthétique plus cohérente. Donc ici, on a un centre d'accueil, on a un musée de bambou et on a un centre éducatif de bambou ici. Et parfois, on a des structures spirituelles. Donc c'est intéressant aussi que les zones fonctionnent dédiées. Ce n'est pas seulement dans les zones avec des périmètres définitifs, mais ces éléments, c'est un peu tracé avec eux. Et ça, c'est le centre éducatif de bambou. J'imagine avoir des groupes de maisons et avec des cours communautaires comme une village ici pour que les gens qui peuvent faire qui peuvent habiter ici pendant les workshops par exemple. Et ici c'est le café, le cours central. Le cours central c'est pas seulement pour loisirs mais c'est un centre à travailler le bambou. Ici on a le workshop, on a le espace de séchage de bambou. On peut traiter le bambou et on peut faire des stockages de bambou séché ici. Ici, c'est les 3 niveaux de bâtiments pour un studio.
Donc, tout le design peut se passer ici. Et après, ça, c'est un petit pavillon pour l'événement. Après des workshops, on peut avoir des événements pour célébrer. Et peut-être cet espace, on peut avoir des structures. Une fois que le workshop est fini, on peut avoir cette structure ici. Et après chaque workshop, on avoir des pavillons, on avoir des structures pour remplacer d'autres parties de du parc. Ça, c'est des maquettes avec les terrains. Dans ce projet, il faut penser à la pente de la colline et comment déplacer entre les plateaux. Il n'y a pas beaucoup de murs, sauf que dans cette partie-là, mais la plupart de la structure c'est ouverte. Et on utilise, au lieu de tombon, le bambou du sud, on utilise les bambous naturels ici, des lois. Et ça, c'est un des détails typiques de cette construction. Ça, c'est des coupes de la colline. Et aussi, on souhaite avoir de l'énergie solaire pour fonctionner le centre. Pour le musée de bambou, on pense à avoir un musée un peu caché parce qu'il y a des collines ici. Et comme Monsieur Nguyen, il a déjà avoir un monument ici, un hall de réception assez haut. On ne veut pas de détruire cette image avec ajouter quelque chose à côté, mais plutôt cacher ça dans la colline. Donc c'est une musée qu'on peut entrer dans la colline en bas et monter. C'est un peu comme le musée Guggenheim que vous pouvez monter dedans pour monter au sommet. Et ça, c'est quelques esquisses. Mais les projets ici, comme tout le parc, comme le master plan du parc, c'est un peu annulé maintenant parce que des problèmes administratifs. Mais ça reste un projet que j'aimerais bien développer. Et vous voyez ici, c'est une partie du musée apparaissent à côté de la colline. Et ça, c'est le hall de réception. C'est déjà construit. Une autre partie, c'est aussi important, c'est des jardins, c'est des bambouseries. Le bambouserie seulement a compté 12 hectares ici. Donc, c'est assez large. Et pour cette stratégie, on essaie de garder les bambous et planter les bambous de grande hauteur au milieu et avoir des bambous décoratifs ici. Comme ça, vous pouvez se promener ici et avoir des belles vues sur la rivière sans que les bambous bloquent votre vue. Et dans cet jardin, le premier mission de le jardin, c'est de collecter les différents types de bambous du monde ici. Donc déjà, il est arrivé à accueillir environ une centaine d'espèces de bambous ici. C'est assez impressionnant. Donc aussi, on ajoute des pavillons parmi les espaces. Ça, c'est quelques illustrations pour que vous voyez le plan général. Ça, c'est la route Ho Chi Minh. C'est l'entrée, le centre communautaire. Quelques habitations ici avec des espaces potagers. Ici, c'est le centre éducatif, le musée, le hall de réception, le pont vient à l'autre côté, le restaurant. Ici, c'est la partie spirituelle avec des pagodes, des temples. Ça, c'est des temples.
des pagodes. Et ça, c'est le statut du roi, de l'empereur Léloi. Et si on passait par la rivière, on va se trouver dans une partie expérience agricole. Donc, en général, il faut des structures de bambou qui, si dans ce contexte, je pense c'est bien d'avoir des structures assez simples parce que déjà le paysage c'est déjà très beau et ce qui est intéressant c'est de jouer entre le bambou structurel et le bambou naturel. On revient un peu, c'est juste, j'ai presque fini, on revient un peu sur le concept du marché, comme le lien entre les villages et la ville. Si le village est autour des bambous, comme en symbole, le marché avec les structures de bambou est le symbole ou c'est ce qui alimentait la ville et aussi c'est ce qui signifie la ville. On a déjà vu ça, que je pense que les éléments du marché, c'est plus important que le marché le même. Le marché, ce n'est pas seulement un objet, un bâtiment qui est le marché, mais ce qui est important, c'est les éléments du marché. Et ces éléments-là, c'est les éléments très flexibles. Et ces éléments-là, c'est surtout en bambou. Et à cause de ces gens-là qui déplacent souvent, que la ville est possible. Si vous allez à Hanoï, vous voyez que dans le quartier, dans le vieux quartier, il y a souvent des gens qui déplacent tout le temps comme ça, avec des nourritures, avec des produits paysans. C'est comme ça que le prix des produits, c'est beaucoup moins, par exemple, dans un supermarché. Et ça fonctionne la ville. Donc les éléments de marché fonctionnent la ville et qui aussi représentent la ville. Ça aussi, vous voyez cette pièce, très simple, mais c'est très pratique dans les temps comme maintenant, mais aussi autrefois dans le temps de la guerre. Ici, la femme porte les affaires, les ménages pour la famille et les enfants pour se déplacer toute la famille avec cette pièce de bambou, le parlanche de bambou. Et il y a des écrivains, un écrivain Edith chez lui, il a parlé, elle a dit que ces vendeuses-là portent sur ses épaules la plus belle chose de l'Orient, c'est la parlanche. Je pense que c'est assez intéressant cette opinion. Et cette image, on voit même aujourd'hui, les gens comme ça déplacent souvent pour alimenter la ville. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à un nom assez moins familial. Même les Vietnamiens maintenant, il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que représente quelque chose ici. Donc c'est le marché. Et c'est le nom et quelque chose, c'est le nom. C'est intéressant que quelque chose, c'est le nom que les Français et les Portugais ont découvert quand il a entré dans la ville de Hanoï. Il a entré dans la ville de Hanoï, il pensait que quelque chose, il ne sait pas. Je pense parce qu'il a pris contact avec les gens, mais pas avec des mandarins ou quelque chose comme ça, qu'il a appris le mot quelque chose et il a pensé que Hanoï c'est quelque chose. Et moi, je voudrais bien revenir à ce nom-là parce que le nom Ke ici, c'est aussi important parce que Ke en vietnamien, ça signifie une place, mais ça signifie aussi une personne.
Donc pour moi, c'est un mot très architectural parce que ça représente à la fois le milieu et les personnes. Donc c'est pour ça, Keisho, ça représente le lieu qui est la ville, mais aussi c'est le citoyen. Et c'est aussi pour ça que quand je viens, je prends ce nom pour mon pratique. C'est un Keisho qui pour moi représente la ville, ou l'architecture, ou l'urbanisme, si vous voulez, et collectif, comme on doit travailler collectivement. Surtout pour le bambou, c'est le travail collectif. Et pour la pratique, on a aussi choisi un lieu assez inconnu parmi les autres agents d'architectes. Ça, c'est dans un KTT. KTT au Vietnam représente les habitats collectifs. Et voilà, Matteo Soline, qui était notre stagiaire l'année dernière. On travaille dans le bureau, mais aussi souvent prend le thé au cours central. C'est un lieu très communautaire qui existe de plus en plus moins au Vietnam, de moins en moins au Vietnam. Comme ça aussi, on fait des maquettes dans le bureau, mais aussi monter les expérimentations à vraie échelle en chantier. On peut discuter d'architecture en dehors comme ça. Et aussi, cette pratique d'architecture, c'est très informel. Vous voyez, même, c'est pas seulement dans le bureau, mais aussi, vous voyez, ça c'est le propriétaire de la maison à Hòa Bình. Et vous voyez que lui, il est dans son sorte et il a révisé le projet. C'est le client meeting. Vous voyez, ici, c'est les bières. On prend les bières, il est en train de jouer le foot. Et ça, c'est notre client meeting. Donc, cette pratique de bambou, c'est assez informel, mais c'est assez intéressant. Et moi, je suis très heureux d'être ici, monter une agence ici. On voit la vie tous les jours, on voit ce qui se passe dans le cours. Il y a tellement de tactiques informelles, des tactiques ordinaires ici qui fonctionnent dans toute la journée. Parfois, vous voyez les maisons, les gens qui vendent du thé ou du café, mais ça change la fonction de l'espace à travers le jour. Par exemple, le matin, c'est des personnes âgées qui font des exercices ici. Après, c'est le business. Après 4h30, c'est les enfants qui jouent ici. C'est le playground pour les enfants ici. Donc, et ça aussi, il a interdépendance parmi les gens. Et bien sûr, il a des complications aussi. Mais vous voyez ici, même pour nous, on prend cet espace informel pour monter des bambous, pour faire des workshops de bambou. Et normalement, ce n'est pas possible, mais dans ce cours central, on négocie, on prend notre temps, on monte ici. Il y a des gens qui sont super, il n'est pas content. Vous voyez cet homme ici, il regarde, mais après, ça marche. Et cette partie-là, c'est aussi une partie de pratique de l'architecture pour nous. Cela veut dire que la conception écologique pour le bambou, je pense que cet matériau, c'est très flexible. Et si on pense à le concept de bambou, j'aimerais bien
de penser le bambou comme un concept, mais ce n'est pas seulement un matériau physique. Et comme un concept, le bambou est soutenable et le bambou appartient à des structures temporaires mais importantes, des activités qui alimentent la vie, des activités pour fonctionner la vie. Le structure de bambou, normalement, avoir une vie assez courte, mais c'est important d'avoir plusieurs vies comme ça. Par exemple, cette structure, il ne peut pas rester pour toujours, mais ça marque des événements très intéressants pour les gens ici. Même pour les gens de l'EKTT, les gens urbains, de voir les bambous ici, c'est très bizarre. Au début, ils n'étaient pas contents de voir le bambou. Mais après, les gens, après qu'il y a quelques bambous abîmés, et pendant une journée, tout le monde a pris ces bambous-là parce qu'ils sont intéressés à ces matériaux. Donc, je vois que pour moi, c'est vraiment en écologie urbaine que bambou peut participer. Il y a des gens qui ont pris le bambou et après ils nous redonnent parce qu'ils ne savent pas pourquoi faire, comment faire avec le bambou. Mais c'est intéressant. Donc je termine mon présentation ici. J'espère que merci d'avoir ici pour parler de bambou et j'aimerais bien avoir votre discussion, votre avis. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Je ferai ouvrir à la salle. Avez-vous des questions, des commentaires, des interrogations? Sinon, je peux lancer un petit peu parce que, en fait, je vois les choses assez intéressantes avec le bambou, mais assez léger. Et moi, je connais pas du tout le Vietnam, donc je me demande si peut-être tu peux un peu mettre en contexte le matériau et le climat, parce que j'ai un peu compris, c'est un peu chaud, donc parce que je crois on a aussi les bambous qui poussent en Normandie, donc on a trouvé un endroit pour acheter de bambou qui est local, donc c'est un peu intéressant de voir qu'on peut pousser ça en Normandie, même si je ne sais pas si c'est aidé, mais peut-être de réfléchir un peu comment le bambou peut transférer à un autre contexte climatique qui pourrait être intéressant pour les étudiants. Je reviens. Oui, donc ça, c'est les bambous constructifs. Normalement, ça se trouve seulement dans les pays tropiques, donc dans le Vietnam. Donc, j'ai classé ces 5 types, mais il y a plusieurs types on peut faire avec, mais ces 5 types, c'est le plus fort. Et moi, je vois en potentialité d'utiliser le bambou dans d'autres climats, parce que le bambou, s'il est bien traité, ça pousse facilement dans un climat humide et chaud. Mais dans la vie d'un bâtiment, ça aussi cause des problèmes parce qu'il y a beaucoup de moisturisé et la chaleur. Et si un chaume de bambou est exposé à la chaleur et à la pluie, plusieurs fois c'est facilement abîmé. Mais si cet bambou est exporté ici dans le climat tempéré, par exemple, ça peut durer plus longtemps. D'accord, donc il y a un bon potentiel de vraiment voir ce qu'on peut faire avec le bambou ici. Donc. Ouais, mais ici, le bambou ne pousse pas assez bien, mais pour utiliser, je pense que c'est bien.
Oui, parce que j'ai vu à le parc de la Villette, il y a un jardin de bambou, mais c'est des bambous assez fins, c'est pas les choses. On a vu les choses plus costauds dans les photos. D'autres questions, commentaires? Merci, Tuan. Moi, j'ai une question par rapport sur la notion du temps, qui est une notion importante, en particulier au Vietnam. Au niveau de la durabilité, notamment dans la comparaison avec le bois, puisqu'il y a un peu la compétition entre le bois et le bambou. Alors, il y a une compétition sur le plan financier, mais ça pourrait être intéressant que tu nous précises, en termes de durabilité, s'il y a des retours ou des informations précises sur ce rapport au temps. Et puis, la deuxième question qui est liée à celle-ci, c'est est-ce que c'est un matériau qui s'entretient? Est-ce qu'on peut le réutiliser, le réparer? Voilà. Donc, c'est aussi toujours sur la question de la durabilité et du temps, en fait. Ouais. Bon, en bambou bien tressé, des artisans, il n'y a pas vraiment tous les supports scientifiques, mais les artisans au Vietnam disent peut être 50 ans si c'est bien traité. Combien bien traité, ça dépend parce qu'il y a d'autres types de traitements. Par exemple, moi personnellement, je pense que le traitement naturel, par exemple, de immerser les bambous dans le boue et l'eau de l'étang, l'eau avec de boue, 3 ans, je pense, ça pas dure très très longtemps, 50 ans, je pense. Mais moi, je pense normalement, ensuite, le bambou va tenir vingtaine d'années dans une assez bonne condition, si on peut entretenir aussi. Par exemple, on peut avoir des pins et des bons traitements avant. Pour moi, la durabilité de bambou, ça dépend on peut pas comparer la durabilité de bambou avec le bois si on a besoin de quelque chose qui dure pour toujours. Mais pour les resorts, par exemple, pour les types d'habitation de loisirs, par exemple, c'est parfait parce que même si ça dure 20 ans, le concept de ces lieux va changer chaque 10 ans ou même 5 ans. Donc, c'est moins cher et ça sert à cette durée. Donc moi, je pense 20 ans. Et l'entretien, souvent au Vietnam, les chaumes et les bambous, l'entretenir, c'est avec le remplacement. Parce que c'est moins cher, on peut avoir un autre. Si un truc est abîmé, on remplace avec de nouveau. Même avec les toitures, on change tous les chaumes tous les 3 ans, tous les 5 ans. Mais c'est possible parce que c'est moins cher à ce moment-là. Est-ce que ça répond? Merci Tuan. Je suis président de l'Organisation mondiale du bambou et organisé avec des ambassadeurs, et Tuan fait partie de cette organisation et est un de nos ambassadeurs. Je voulais dire que il y a des pays, par exemple le Japon, où le bambou traditionnellement il était situé au centre de la maison. C'était des maisons avec des toits en forme de cheminée, et le bambou servait de hampe qui permettait de suspendre le chaudron au-dessus de l'âtre qui se trouvait au cœur de la maison. Et par la fumigation et par la montée de la chaleur, le bambou devenait dur et il était imputrescible. On appelle ça stabilisé. Et ces bambous stabilisés servaient à la création des temples. Et donc vous pouvez avoir des temples qui ont 8 siècles
et qui ont des structures en bambou stabilisées. Maintenant, d'un point de vue technologique, on sait le faire en étuve, on sait stabiliser du bambou. Et nous sommes en train d'organiser le 12e congrès mondial du bambou l'année prochaine à Taïwan, qui aura lieu du 11 au 17 avril, et on va présenter des tas de techniques, justement, de nouvelles techniques d'utilisation du bambou, que ce soit dans l'architecture, mais que ce soit aussi dans des tas d'autres domaines, et entre autres, dans un domaine important aujourd'hui, dans notre quête de ressources renouvelables, s'appelle, à cause du changement climatique, les batteries pour les voitures. On sait aujourd'hui faire des batteries qui nous éviteraient d'utiliser le lithium comme ressource pas renouvelable, avec des nanocarbones de bambou, et on sait faire des batteries. Ça va être présenté l'année prochaine. Voilà. Mais il y a aussi une technique pour toute utilisation du bambou, une technique traditionnelle qui a été mise au point par un Français il y a maintenant quasiment un siècle. C'est utiliser, alors c'est du borax, maintenant c'est plus ou moins discuté et plus ou moins interdit, mais on utilise justement la propriété du bambou où les cellules sont du haut en bas, et on fait passer à l'intérieur du borax, un liquide où on les trempe. D'ailleurs, c'était une pratique traditionnelle vietnamienne. On les trempe et l'eau passe et enlève la cellulose, qui est l'élément qui attire le plus les insectes. Et donc les bambous deviennent très très résistants, ils peuvent durer 20 ans comme ça. Et au début du 19e siècle, en France, à Paris, il y avait ce qu'on appelle les bamboutiers, c'était des industriels qui utilisaient des bambous qui venaient de Cochinchine, c'est-à-dire le Vietnam, et ces bambous étaient trempés dans la mer avant de venir ici. Et on en a fait toute une industrie qui était un peu l'IKEA de l'époque, où il y avait des cabinets, des porte-manteaux, des vaisseliers, des bureaux, des meubles, des lits, qu'on retrouvait encore chez les brocanteurs au début des années 70. Voilà. Donc le bambou peut durer très longtemps s'il est protégé. Il faut ajouter que cette année-là, il y a une nouvelle usine à Thanh Hóa, et il fait carboniser le bambou dans des tuyaux, des grands tuyaux de 45 mètres longs et 2,50 mètres de diamètre. Et il peut faire ça, faire le chauffage de bambou pendant une journée. Et il a fait des tests. Le test avec des UV tests, la rayonnement solaire, à vingtaine d'années, et ça tient. Dans le test, on va voir, mais ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire de ces usines, il va faire beaucoup d'habitations loisirs pour ses resorts, et il n'a besoin que de 20 ans. Après les 20 ans, il ne teste plus. Donc, ça veut dire qu'il souhaite seulement 20 ans pour le bambou. Donc moi, je pense que c'est important de noter ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire avec le bambou, et en concernant la durabilité, la durée. D'autres questions? Sinon, on va te remercier. Oh oui, tu as un autre. Vas-y. Non, mais je vais vous remercier pour également les précisions que vous avez apportées. Moi, je trouve assez extraordinaire que le bambou, qui est d'ailleurs peut-être le seul matériau de construction qu'on peut manger, hein, ça sera peut-être aussi le seul matériau de construction qu'on peut manger, mais qui peut aussi nous aider à nous transporter. Donc c'est par les piles, donc la fabrication des piles. Donc c'est vraiment un matériau exceptionnel. J'étais il n'y a pas encore très longtemps à Hanoï, et justement, moi aussi, je suis assez admiratif de ce matériau, et j'ai vu sur des chantiers
que celui-ci, il n'était pas exclusivement utilisé en termes de superstructure, mais qu'on l'utilisait aussi beaucoup en infrastructure pour faire des fondations, et que ses capacités à soutenir, à supporter, est assez exceptionnelle. Enfin, on a discuté sur place avec des maçons qui disaient qu'on pouvait monter 5 niveaux de bâtiments, même en béton, sur des fondations en bambou, ce qui est assez remarquable. Et voilà, donc je voulais rajouter cela parce que, bon, tu n'as pas eu le temps, évidemment, parce qu'il y a tellement de sources d'utilisation, enfin de possibilités d'utilisation de ce matériau, mais dans le sous-sol aussi, il est intéressant, en fait. Oui, si vous êtes à Hanoï, sûrement vous connaissez l'opéra de Hanoï. Et ce qui est intéressant, c'est que Hanoï, c'est un grand marécage. Le son, c'est très bouilleux. Et derrière, au-dessous de la fondation de l'opéra, c'est un grand radeau de bambou, si vous voulez. C'est comme la structure de l'opéra, c'est flotté sur le radeau, là. C'est intéressant quand vous mentionnez l'infrastructure. On ne voit pas, mais c'est tellement d'utilisation. Tout matériau fibreux qui est enfoncé dans le sol ou dans un sol humide, on voit le Louvre a été bâti sur du chêne, Venise est bâti sur du chêne. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, il ne pourrit pas, il reste stable, quoi. Et ce que je voulais dire, moi, il y a une équation qui est toujours intéressante, c'est il y a eu une révolution que je situerai au début des années 80, qui a été le moment où le bambou a accepté de se laisser éclater en lamelles. Cette révolution, elle a permis de faire des panneaux, de faire des parquets, de faire des poutres en lamellé collé. Et juste, je prends l'image du parquet, parce que je me suis penché à un moment donné là-dessus. J'étais allé voir en Chine au tout début, quand cette révolution a démarré. Ce qui est intéressant, je fais une petite aparté, c'est qu'elle a démarré grâce à une remarque de Deng Xiaoping, à l'époque, le président, qui avait dit peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, ce qu'il importe, c'est qu'il attrape des souris. Par là, il voulait dire que la Chine ne faisait pas attention à qui investissait. L'important, c'était qu'il y ait des résultats. Et en fait, c'est l'argent de Taïwan qui est venu en Chine et qui s'est investi dans des tas d'usines qui ont fait du parquet en bambou, des panneaux en bambou, et qui maintenant exportent et inondent toute la planète. Et ce que je voulais dire, juste un petit truc, c'est qu'un parquet en bambou, c'est un bambou qui est coupé à maturité, c'est-à-dire, comme l'a dit Tuan, entre 4 et 6 ans. Et j'avais fait une exposition à Paris sur la civilisation du bambou. J'avais fait tester par des laboratoires la dureté d'un parquet en bambou, en dureté Monin. Ça avait la même dureté qu'un chêne ou qu'un châtaignier, les parquets que nous utilisons ici, quoi. Donc, en termes de ressources renouvelables, il y a une importance énorme. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que du bambou, on en trouve un peu partout sur la planète. C'est des pentes de l'Himalaya, aux bordures des déserts, on trouve du bambou. On en trouve jusqu'au Chili, voilà. Et l'important, j'ai perdu mon fil parce que je pensais à autre chose. Je pensais à un architecte en Colombie qui s'appelle Simón Vélez, qui fait des bâtiments extraordinaires avec des toits qui dépassent pour repousser la pluie. Et toutes ces jonchons, c'est une autre technique, parce qu'il y a une technique vietnamienne qui est intéressante aussi, c'est 2 oppositions. Lui utilise des gros bambous, et les techniques de raccordement, c'est d'assemblage, c'est il noie du ciment dedans pour stabiliser le bambou. La technique de Votronia, c'est une autre technique, c'est des bambous plus petits, mais qui sont en fagot.
Et là, on peut faire des choses merveilleuses, fantastiques. Voilà. Enfin, le bambou, c'est une ressource. Ah oui, dernier truc que je voulais dire, c'est que on sait aujourd'hui qu'une forêt de bambou, ça stocke plus de carbone qu'une forêt normale, et ça relâche plus d'oxygène qu'une forêt. Voilà. Ok. D'autres questions? Sinon, on va remercier Tuan pour cette voyage vers un autre monde, une autre façon à penser, à voir, à faire. Et j'ai hâte de voir les travaux qui vont sortir de l'atelier. Ça va être vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci de votre accueil pour moi ici. Depuis 16 d'années, je suis pas de retour en France. Et particulièrement, merci à Michel, qui est le président de l'Organisation mondiale de bambou, qui est mon bon ami, vient de Paris aussi, toujours bien supporté. Merci. Merci à tous.